Donc, je vais vous présenter les résultats de la campagne 2020 de la fouille du quartier artisanal à la Genetois. Donc, au niveau de la localisation, je ne reviens pas dessus, Yannick vient de vous en parler, donc aux portes de la ville, au nord-ouest, dans un contexte de plaine. Plus précisément, par contre, les recherches qui ont été menées sur le quartier artisanal ont deux objectifs. Évidemment, l'étude des artisanats qui s'y développent, mais également, on a toujours eu aussi comme objectif, même pas secondaire, mais primaire, d'apporter autant que faire se peut des informations sur la structuration du sanctuaire. Et ici, je peux déjà vous montrer, détailler peut-être un peu plus que ne l'a fait Yannick, ce sanctuaire et ses abords. Et donc, on peut le diviser en trois grandes zones. Donc, au centre, vous avez la partie réellement cultuelle, avec les temples au sud, celui de Janus et bien d'autres qui dorment encore sous terre. Vous avez ensuite une couronne périphérique qui accueille des bâtiments. Alors, certains sont des bâtiments évidemment publics comme les thermes ou le théâtre qui est lié également au culte. Mais vous avez, comme vous pouvez le voir, toute une série de petits bâtiments assez standardisés qui sont soit des lieux peut-être d'accueil de pèlerins pour certains, soit, pour ceux qu'on a pu fouiller notamment sur la partie ouest, des boutiques et des ateliers de production. Donc, qui font partie, eux aussi, de ce quartier artisanal, même s'ils ont l'air peut-être d'avoir un statut particulier de par leur position et leur organisation. Et puis, vous avez en plus le quartier artisanal, je dirais plus classique, qui s'organise autour de la voie que vous avez ici qui mène à Bourges et dont les ateliers sont répartis de part et d'autre de la voie et sur lesquels on a mené différentes campagnes. Vous avez ici l'ensemble des campagnes de fouilles qui ont eu lieu qui touchent la zone artisanale en fait. Et en 2019 et 2020, nous sommes intervenus sur les zones que vous voyez en rouge. 2019, nous avons ouvert une partie de la zone qui est au nord ici. Et l'idée étant de voir ce qui se passait au contact de cette zone-là artisanale et de la couronne périphérique artisanale qui est sur le côté ici, et également de toucher au maximum des éléments de voirie pour en préciser les directions, les évolutions, etc. En 2020, notre objectif était double. Nous avons mené quelques sondages dans ce secteur-là, plus au sud, pour voir un peu comment étaient organisées et structurées les voies qui ceinturent le sanctuaire et le contact avec la zone artisanale. Mais également, on est revenu sur la partie ouest de la zone principale, notamment parce qu'il y avait beaucoup d'éléments qui avaient été laissés de côté lors de la première campagne, en particulier tout ce qui était l'artisanat du métal et les niveaux primitifs du 1er siècle. Donc voilà une image de la campagne de 2020. Alors, si on considère l'évolution au sein de l'emprise, donc on a déjà une série de ces sondages que nous avons faits sur la bordure ouest du sanctuaire, donc au sud, où nous avions un double objectif qui était de vérifier la présence d'un fossé qui s'est avéré en fait être une simple carrière moderne, donc rien à voir avec le sanctuaire ou avec un quelconque fossé athénien, etc. Donc une sorte de piège, malheureusement. Par contre, on a pu mettre au jour des éléments, donc des bâtiments de type boutique ou atelier, qui étaient très arasés, donc on ne sait pas ce qui s'y produisait, mais qui montrent que ces types de boutiques et de bâtiments se continuent largement plus au sud qu'on le laissait supposer les premières analyses. Et on est également tombé sur la voie qui ceinture le sanctuaire, comme prévu, qui avait déjà été repérée dès le 19e siècle d'ailleurs, et on a pu en préciser les directions et appréhender un peu son évolution en plusieurs phases, mais l'ensemble est très arasé. Et puis, dans la partie centrale, vous avez ces fosses-là qui ont déjà été vues en 2013 près du théâtre et qui sont assez énigmatiques. Il s'agit de fosses dans lesquelles il y a eu de la combustion et dans lesquelles on retrouve essentiellement du charbon. Elles sont visiblement post-antiques. Leur position laisse penser qu'elles ne mordent jamais sur les boutiques que vous voyez à l'arrière. Et on peut supposer que ces boutiques, même à l'état de ruine, étaient encore visibles dans le paysage. Et par contre, on ignore complètement encore la fonction et la datation exacte de ces éléments. Une hypothèse possible serait qu'elles sont destinées à produire de la cendre de fougère pour les ateliers de verrerie médiévaux. Mais ça reste vraiment une hypothèse à vérifier.
Donc c'est un travail qui est encore en cours. Donc voilà le type de bâtiment, vous voyez les niveaux de sol, tout est bien arasé, contrairement à la partie nord où on avait vraiment des niveaux stratifiés sur presque 1 mètre par endroit. Voilà ces fameuses fosses à feu qui s'entremêlent, et c'est des fosses cylindriques, mais elles se recoupent les unes les autres, elles sont très difficiles à distinguer une fois comblées. Le sondage immédiatement au sud représente les mêmes caractéristiques, je ne m'étends pas, donc avec à nouveau un autre bâtiment de type boutique et des éléments de la voirie qui apparaissent, et puis les fosses à feu au centre. Dans la partie au nord, on a cherché à cerner la voirie qui limite le sanctuaire, mais malheureusement, les sondages ont été assez décevants. Tout a été arasé à l'époque moderne par des mises en culture, et il restait vraiment très peu de vestiges romains qui permettaient de cerner les choses. À minima, ça nous a permis de cibler la voirie entre les deux sondages, puisqu'on n'en a aucune trace du tout dans les sondages qu'on a faits. Mais malheureusement, ça se trouve sous des limites parcellaires qui n'étaient pas exploitables. Si je reviens maintenant sur la zone principale, donc qui a été fouillée en 2019 et 2020, déjà, comme partout à la Genetois, on n'a pas simplement une occupation romaine, mais évidemment des choses qui se passent dès le néolithique, donc on a parlé de l'enceinte, mais également pour toute la période de la protohistoire ancienne, et qui est en général au niveau du substrat et enfoui sous un paléosol qui s'est incrémenté jusqu'à l'époque de la fin de l'Athènes. Donc vous avez ici quelques vestiges qui ont pu être complétés lors des campagnes de 2020, qui avaient déjà été aperçus en partie en 2019, et vous avez notamment essentiellement 7 enclos qui doivent être datés a priori du Hallstatt, avec des silos, des poteaux à l'intérieur, dont la fonction pour le moment m'échappe, et puis c'est des choses en cours d'étude. Postérieurement à la création de ce paléosol dont je parlais, qui était bien étudié par les géomorphologues qui travaillent avec nous, Amélie Quiquérez et Jean-Pierre Garcia, vous avez une première implantation augustéenne qui consiste en des limites parcellaires qu'on peut voir ici, augustéenne ou tardo-lathénienne, et puis une sorte d'enclos qu'on a pu mettre au jour en 2020, mais dont la fonction reste inconnue. Est-il funéraire, est-ce autre chose? On ne sait pas. Les vestiges des époques suivantes ont bien entamé sa conservation, donc c'est difficile d'en préciser la nature. Par contre, donc là on est dans la première partie de la période augustéenne, on va dire, avant Jésus-Christ, et on n'a pas de traces d'artisanat à cette période-là. Ce qui n'est plus le cas dès la fin de la période augustéenne, donc entre 1 et 15 avant Jésus-Christ, où on a les premières installations artisanales qui se mettent en place. Donc on a une structuration de l'espace qui va rester complètement pérenne tout au long de l'occupation antique, peut-être même au-delà à l'époque médiévale et moderne. Et vous avez notamment ici donc, la voie de Bourges sur le haut, et puis une voie secondaire qui est mise en place et qui va vivre et évoluer évidemment, mais qui va rester pérenne tout au long et qui sépare en fait à l'ouest le quartier artisanal qui s'étend le long de la voie de cette fameuse ceinture périphérique qui pour le moment à cette époque-là est vide, comme vous le voyez ici. Vous avez l'installation par contre de 2 bâtiments sur sablières basses qui suivent une organisation qu'on va retrouver tout au long du 1er siècle jusqu'au début du 2e siècle même. Donc des petites unités séparées en matériaux périssables, très arasés, très difficiles à lire, mais dont on arrive à distinguer avec une analyse stratigraphique assez fine les différents états, et qui, vous voyez, qui ne sont pas des unités très grandes, de l'ordre de 3 mètres par 6 ou à peine plus, et par contre qui ont une vocation artisanale avérée dès l'époque augustéenne, où on a des productions de bronze et peut-être même pas peut-être, c'est sûr, des productions de métallurgie du fer pour celui qui est le plus à l'est. Et donc, comme je disais, pour ces périodes-là, rien dans la ceinture périphérique à cet endroit-là. Voilà le type de vestiges qu'on rencontre pour l'époque augustéenne. Vous voyez que c'est difficile à lire et que, comme pour tous les niveaux artisanaux, notamment consacrés à la métallurgie, c'est des choses très fugaces qui sont souvent très endommagées et difficiles à suivre. Vous avez ici des foyers qui ont survécu grâce à leur induration,
des niveaux de sol qui montrent des rubéfactions, mais qui ne sont pas très parlants en eux-mêmes, et vous voyez des traces de sablières qui montrent les implantations des architectures quand elles n'ont pas été détruites par des réimplantations successives. À l'époque tibérienne, on retrouve la même organisation, avec peut-être simplement une complexification de l'habitat, mais ce sont toujours ces mêmes modules qui se suivent comme à la période augustéenne. On a une multiplication. Toujours rien du côté est pour la période tibérienne. Et puis, par contre, sans doute des puits qui se déplacent, qui sont abandonnés. Donc ces puits vont se retrouver tout au long de l'occupation aussi. La nappe d'eau est très proche, donc c'est très facile de modifier, recréer des puits au besoin. Voilà donc à nouveau des types pour l'époque tibérienne, les types de structures qu'on peut rencontrer, donc des foyers de fusion de métallurgie du bronze qui sont démontés, dont il ne reste que les éléments rubéfiés, des traces de supports de frappe ancrés dans le sol, dont on n'a que les fantômes, et puis des bases de foyers sur galets pour certains endroits quand ils sont encore bien conservés. Le milieu du 1er siècle voit l'explosion de cette production de métallurgie, même si on reste toujours à peu près sur les mêmes structurations. Vous reconnaissez toujours nos habitats, nos ateliers qui sont sur des petits modules. On peut noter, c'est un peu plus lisible pour ces périodes-là, qu'il y a des cours qui se développent à l'arrière à l'arrière des bâtiments par rapport à la voirie, avec des puits, avec des dépotoirs. Et on peut noter que pour ces périodes-là, donc pour le 1er siècle, pour ces métallurgistes qui sont sur place, ils vivent visiblement sur place, ce qui n'est pas le cas des potiers qui prennent la suite à partir du 2e siècle. Et puis on commence d'avoir des bâtiments dans cette fameuse ceinture périphérique à partir du milieu du 1er siècle. Donc il y a différents états qui vont se développer. Et vous voyez également qu'il y a des modifications dans la voirie, même si on garde cette partition qui est née dès l'époque augustéenne. Voilà pour ces périodes-là. Là, c'est la fin du 1er siècle et le début du 2e. Et je ne vais pas redire, on est toujours sur les mêmes modules, sur les mêmes types d'activités. Et pour ces périodes-là, on a du bronze et un peu de fer qui se mêlent avec des ateliers qui pratiquent en partie la polymétallurgie. Et avec des structurations de l'espace qui se font un peu plus fortes, on a des murs qui ceinturent les systèmes de voirie, des parcellaires probablement qui sont plus marqués, et puis des bâtiments qui, à l'ouest, deviennent un peu plus conséquents. Vous reconnaissez ici des systèmes de bâtiments en pavillon qu'on retrouve dans les villas romaines, dans différents types de contextes romains, mais qui sont des bâtiments très standardisés qu'on retrouve un peu partout et qui forment la base de tout ce qui est dans la ceinture périphérique du sanctuaire à partir du 2e siècle ou de la fin du 1er. Voilà quelques éléments liés à la métallurgie qu'on peut retrouver, donc des creusets en abondance. Vous en avez qui sont posés en place dans des fosses, des fonds de fosses contenant de la limaille qui sont les résultantes en fait de l'abrasion des objets, donc la finition des objets. Et puis vous avez ici des fosses dépotoirs sur lesquelles viennent se réinstaller des fours de fusion, comme on en a ici. Pareil, nouveau des structures de combustion, de fusion liées au bronze. Vous voyez ici le type de sol auquel on a affaire, qui sont difficiles à suivre et pas toujours lisibles, mais on voit les traces de foyer. Et vous avez là, par contre, des traces de sablières basses, de solin pour asseoir des sablières basses, qui sont un peu plus marquées, un peu plus lisibles et un peu plus spectaculaires. Des fosses dépotoirs, comme on en trouve à l'arrière, qui étaient très intéressantes par rapport à la vie quotidienne de ces métallurgistes, et puis un des multiples puits qu'on a pu fouiller l'été dernier, en 2020. Je vais passer rapidement sur la fin du 2e siècle et le 3e siècle, puisque j'ai présenté ça l'année dernière. On a quelques données supplémentaires sur les bâtiments du 2e siècle dans le secteur ouest, puisqu'on a réussi à un peu mieux comprendre comment c'était agencé. Parce que l'époque suivante, en fait, voit l'installation de l'atelier de Pistilus et beaucoup des éléments du 2e siècle ont été détruits et on ignore, en fait, si on arrive à reconstituer un petit peu les bâtiments qui se trouvaient au-delà au 2e siècle, on ignore tout de ce qui s'y faisait, en fait. Par contre, dans la partie est, donc dans cette ceinture périphérique du sanctuaire, on a l'évacuation des premières installations au profit
de bâtiments mieux ancrés et qui sont occupés par des forges, pour le coup. Et donc, au IIIe siècle, on a l'atelier de Pistilus, dont le four est l'élément central ici, mais également toutes sortes de structures qu'on trouve peu dans les ateliers, enfin moins souvent dans les ateliers, comme des tours de potier, ce genre de choses qui vont permettre de vraiment de vraiment comprendre le système de production au sein de l'atelier. Et toujours notre forge à l'ouest. Voilà le four de l'atelier de Pistilus et le bâtiment avec la forge qui est le plus à l'est. Je signale au passage qu'on avait une réoccupation médiévale au XVe, XVe siècle, qui est une ferme, visiblement, avec quelques caractères aristocratiques, puisqu'on a un pigeonnier dans ce secteur-là. Tout ça a été fouillé essentiellement en 2019, mais en 2020, nous avons pu, comme on s'est étendu un petit peu plus vers l'ouest, on a pu fouiller en fait ce puits qui a apporté d'intéressants renseignements sur le paléo-environnement pour l'époque médiévale. Je vais revenir sur les études spécialisées. Alors évidemment, notre but étant de cerner l'artisanat, on a une équipe avec Nicolas Tisserand, Laure Cassagne et surtout Pierre Mazy, qui s'occupe de la métallurgie du bronze. Et pour le faire, Marion Béranger est à la manœuvre, même si c'est encore un peu le parent pauvre pour le moment. Donc la métallurgie, là c'est surtout centré sur le bronze. Vous avez donc les trois, c'est le poids cumulé de déchets de métallurgie. C'est pour donner une impression très grossière de la chronologie, mais vous voyez que donc les phases 3, 4 et 5, qui sont en fait le 1er siècle jusqu'au début du 2e, concentrent l'essentiel de l'activité de la métallurgie du bronze. On peut, pour ce qui concerne les productions de ces métallurgistes au niveau du bronze, on est contraint, comme souvent, d'utiliser évidemment les déchets, ce qu'ils ont laissé derrière eux, pour essayer de comprendre. Et ce n'est pas toujours évident. Certains, vous voyez ici des déchets qu'on arrive à classer par type et à partir de là, déduire certaines chaînes opératoires et voir certains objets. Parfois, on a la chance d'avoir des objets semi-finis qui sont rejetés, mais c'est très peu le cas à la Genetois. Au total, en fait, on a pu quand même mettre au jour, notamment avec ici des petits moules de clochettes, un certain nombre de productions. On a de la tôle qui sert à faire de la vaisselle, peut-être des miroirs. On a ces clochettes qui sont peut-être en partie destinées au culte sur le sanctuaire, et également toute une série de productions de fibules, notamment à l'époque tibérienne. Vous voyez ici au passage des creusets qu'on a pu reconstituer, et puis des embouts de tuyères pour les fours de fusion. Pour ce qui est de la poterie et de la choroplastie, alors là aussi, il y a eu un énorme travail de fait par Sylvie Mouton, Anne Delors et Loïc Androin pour la choroplastie, notamment l'établissement pour ce qui est des productions de poterie. Donc le travail continue depuis 2017. En fait, c'est vraiment, je salue leur boulot parce que c'est vraiment quelque chose au long cours. Il faut à chaque fois abonder les résultats de la fouille en cours, mais aussi travailler sur le long terme. Donc l'établissement d'une typologie générale pour la Genetois, qui est très intéressante parce qu'elle permet d'être comparée à celles qui ont été établies sur la ville d'Autun intramuros, et on se rend compte qu'on n'est pas du tout sur les mêmes choses. Il n'y a que 9 types sur 55 de production qui se recoupent, et on ne retrouve pas les éléments de la Genetois au centre-ville. Donc on est plutôt sur des choses qui sont, donc à partir du IIe siècle essentiellement, fin du 1er, qui sont produites sur cette zone artisanale, qui sont vouées à l'export. Vous avez ici quelques éléments donc, pour revenir sur les études plus spécialisées. Donc du côté gauche, vous avez ici des planches de sigillé qui vient d'un des dépotoirs domestiques des ateliers de métallurgie, et à l'opposé ici des productions de métallescentes qui sont produites en même temps que les figurines dans l'atelier de Pistilus. Donc consommation et production. Et puis, il y a déjà eu plusieurs présentations, donc je reviens rapidement sur l'un des éléments phares, qui est la découverte d'un autre atelier de Pistilus en 2019-2020 sur la Genetois, et qui produit de multiples figurines et qui se trouve être, au fur et à mesure des fouilles, en fait, le lot le plus important de figurines, moules et prototypes que l'on connaisse à Autun, et qui a constitué un énorme apport pour la meilleure connaissance de
ce type d'artisanat, non seulement dans Autun, non seulement pour le cas de Pistilus, mais également à l'échelle de la région, puisqu'on peut comparer ça avec tout ce qui se fait dans la vallée de l'Allier, et ça remet un peu en cause peut-être l'hégémonie ou le côté centré sur la vallée de l'Allier, la vision centrée sur la vallée de l'Allier qu'on avait jusqu'à maintenant. Vous avez ici, par exemple, un premier travail typologique sur les types de figurines qu'a produit Loïc Androuin, mais c'est qu'une goutte d'eau dans tout le travail qui a été accompli sur ces figurines. Les matières dures animales n'ont pas été beaucoup découvertes dans les fouilles que j'ai pu diriger, mais par contre, on a des éléments qui ont été trouvés dans les fouilles de Mathieu Thivet, qui sont des dépotoirs, donc on n'a pas de lieu de production sur place, mais on peut, à partir de certains éléments, faire le travail de voir ce qui est produit, et c'est ce à quoi s'attache Isabelle Rodet-Bellarbi, qui travaille sur ces éléments de tabletterie. Donc là, ce que vous voyez, c'est un dépotoir de la fouille de Mathieu Thivet qui a livré de multiples éléments de déchets liés à la production d'objets en matière dure animale, en os essentiellement. J'aimerais aussi rapidement évoquer les études transversales qui sont trop souvent laissées de côté au profit de l'artisanat et qui concernent l'instrumentum, la numismatique et puis la faune au sens de la consommation carnée, qui sont des éléments qui nous apportent énormément et sur lesquels il y a une synthèse. Enfin, c'est des travaux qui sont faits chaque année et qui n'ont pas encore fait l'objet d'une synthèse générale, mais c'est en cours en 2022 et qui sera nécessaire pour voir pour tout ce qu'elles apportent quand on les globalise. Et là, avec ce genre d'études, c'est un lieu commun pour les archéologues, mais peut-être moins évident pour le grand public, c'est vraiment en croisant ces données-là avec tout ce qui est chronologie, stratigraphie, structure, qu'on va pouvoir cerner socialement les populations qui vivent ici, par exemple, voir que les métallurgistes vivent sur place, contrairement a priori aux potiers. Voilà quelques planches qui sont produites chaque année de cet élément, d'instrumentum, pardon. Il faut que j'avance rapidement. Et puis, pour finir, peut-être, tout ce qui est paléo-environnement et géomorphologie, qui a été un gros volet qui s'est développé notamment à partir de 2017 et dont je suis fier d'avoir été l'un des porteurs, avec beaucoup de choses qui se sont faites en paléo-environnement à travers l'anthracologie, la xylologie, les pollens, etc., la carpologie, et qui ont permis vraiment de redessiner le paysage local en les croisant avec les données de géomorphologie. Et vous avez ici quelques éléments de spectre. On a fouillé au total une dizaine de puits sur les zones artisanales, dont 6 en 2020. C'est des puits qui sont assez facilement accessibles, donc on peut en tirer, en fait, le fond étant encore en eau, on peut en tirer des éléments organiques qui sont vraiment des précieux renseignements. Et on peut voir, par exemple, pour citer un exemple parmi d'autres, une forêt qui, jusqu'à l'époque tibérienne, occupe 50% du spectre pollinique, descend à 10%, 5% au premier, donc on entame beaucoup les forêts alentour à cette période-là, avant qu'elles remontent péniblement à 25% du spectre pollinique au IIIe siècle. Donc on arrive à dessiner un paysage qui se retrouve en fait être assez proche de celui qui est l'actuel. Et l'année 2021 qui vient de s'écouler a été consacrée entièrement à des sondages géo-archéologiques sur la Genetois, en plus de la fouille de Franck Ducreux sur le néolithique. Vous avez ici des premières analyses géochimiques sur les argiles, en fait, les argiles qui ont pu servir dans les aménagements de sol, dans les accrétions de la plaine et dans les fosses d'argile qui sont destinées à l'artisanat. Et vous voyez qu'on a des éléments complètement différents. Donc il y a vraiment des choses assez subtiles à mettre en valeur et il faut vraiment faire appel à la compétence de ces géomorphologues pour en tirer tout l'intérêt. Et puis pour finir, comme le disait Yannick, la perspective pour le quartier artisanal pour 2022-2023, c'est finaliser les études, les globaliser et sortir de l'étude site par site pour aller vers quelque chose de global et amener une publication sur le quartier artisanal. Voilà, je vous remercie.